Alors, nous allons continuer notre cours sur l'art avec le grand 2 que j'ai intitulé Des finalités autres qu'esthétiques. S'il est clair que le lien entre l'art et le beau est très important, au point qu'encore aujourd'hui, beaucoup de nos expériences artistiques en tant que spectateurs sont largement conditionnées par la beauté, hein. C'est-à-dire que souvent, face à une œuvre d'art, on cherche avant tout l'admiration que peut susciter l'expérience de la beauté. On peut se demander si ce lien est si essentiel qu'il n'admettrait aucune restriction. Et le premier point que je vais vous proposer, c'est que j'ai intitulé en petite a Aristote, mimesis et catharsis. C'est une réflexion sur la tragédie et ses finalités. Alors, on retrouve ici le terme et le concept de mimésis que nous avions vu dans le grand 1, et je vous rappelle que la mimésis, imitation, est la représentation de la réalité. Et ce que nous avions vu, c'est que la finalité de cette mimésis était esthétique, hein, comme dans le cadre, je vous rappelle, des belles peintures. Alors, ici, je vais m'appuyer sur l'ouvrage qu'Aristote a consacré à la tragédie et qu'il a intitulé La Poétique, enfin, qui s'intitule La Poétique. Donc, Aristote s'intéresse à la mimésis plus précisément dans le cadre de la tragédie, hein. Il faut savoir qu'à son époque, la tragédie antique a atteint son apogée avec des auteurs tels que Échille ou Sophocle. Et outre comment est constituée une tragédie, Aristote va s'intéresser aux effets qu'elle peut produire chez le spectateur. Alors, commençons par une définition. Donc, la tragédie, c'est un genre théâtral qui met en scène un conflit violent. Aristote parle d'une action grave et complète, dont le dénouement est malheureux. Alors, devant le spectacle tragique, représentant des actions éprouvantes, le spectateur est enclin à ressentir les mêmes émotions que le héros auquel il s'identifie. La représentation des sentiments violents et oppressants provoque alors en lui l'effroi et la pitié. C'est deux choses importantes à retenir. Effroi, crainte et pitié. Hein, je vous lis cette citation que j'ai mise dans le cours où Aristote dit que il faut agencer l'histoire de telle sorte que, même sans les voir, celui qui entend raconter les actes qui s'accomplissent frissonne et soit pris de pitié devant les événements qui surviennent, ce que l'on ressentirait en écoutant raconter l'histoire d'Œdipe. Hein, il faut que celui qui entende cela frissonne et soit pris de pitié. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt ici est de produire ce qu'Aristote appelle une catharsis, c'est-à-dire une purgation, une purification des passions. La finalité, donc, de cette mimésis tragique, c'est avant tout cette catharsis. En éprouvant par identification la démesure des passions, eh bien le spectateur, quelque part, s'en libère, il s'en purifie, il s'en libère. Alors, si Aristote réfléchit à la tragédie et à cette catharsis qu'elle peut produire chez le spectateur, c'est parce que finalement, elle a un véritable intérêt. Elle peut finalement nous préserver de cette démesure des passions dans la vie réelle, hein. Et ça, pour Aristote, il y a une dimension à la fois morale et politique. Ici, je vous parle surtout d'une fonction politique, c'est-à-dire que le spectacle tragique permet de vivre fictivement les passions, hein, de manière inoffensive, ce qui est préférable pour préserver la société de ces passions qui peuvent être déchirantes. Vous voyez, hein, quelque part, la tragédie nous aide à devenir vertueux, ce qui est essentiel pour Aristote pour le bien commun et la vie en société. Alors, la conclusion à laquelle
on aboutit, c'est que même si la tragédie n'exclut pas des formes de beauté, on voit bien ici que la finalité de la mimésis tragique, c'est la catharsis. Donc aussi, avec le genre tragique, hein, et donc l'art théâtral, on retrouve une finalité qui n'est pas la beauté. En tout cas, c'est pas essentiellement tourné vers la beauté. Alors, dans ce petit A, j'ai fait pour vous aussi une note qui fait part un petit peu plus d'une culture philosophique sur la mimésis et ce qui est essentiel un petit peu pour comprendre que avec Aristote, on réhabilite la mimésis parce que Platon l'avait condamnée. Et donc, même si c'est pas exactement dans notre propos sur ce que recherchent les œuvres d'art, ça me semblait important de faire ce petit point de culture philosophique qui permet de voir la différence entre d'une part Platon et d'autre part Aristote. Alors, pour comprendre pourquoi Platon condamnait la mimésis, eh bien, je vous renvoie à votre manuel, au texte 18, pages 100 et 101, texte de Platon, extrait de la République, que l'éditeur du manuel a choisi d'intituler « L'art n'est qu'imitation et illusion ». Alors je vous lis ce passage de la République, livre 10. C'est un dialogue entre Socrate et Glaucon. Et pour montrer que la mimésis est illusion, Platon va prendre l'exemple des lits. Ces lits, dit-il, ne se présentent-ils pas sous 3 formes? L'une, qui est la forme naturelle, et nous pouvons dire « je crois » que Dieu est l'auteur, que Dieu en est l'auteur, autrement dit, qui serait-ce? Ce ne peut être que lui, à mon avis. Puis une deuxième, celle du menuisier. Oui, dit-il. Et une troisième, celle du peintre. N'est-ce pas? Soit. Ainsi, peintre, menuisier, Dieu, ils sont 3 qui président à 3 espèces de lits. Oui, 3. Ce que le peintre se propose d'imiter, est-ce, à ton avis, cet objet unique même qui est dans la nature, ou est-ce que ce sont les ouvrages des artisans? Ce sont les ouvrages des artisans, dit-il. Maintenant, considère ceci. Quel but se propose la peinture relativement à chaque objet? Est-ce de représenter ce qui est tel qu'il est, ou ce qui paraît tel qu'il paraît? Est-ce l'imitation de l'apparence ou de la réalité? De l'apparence, dit-il. L'art d'imiter est donc bien éloigné du vrai. Et s'il peut tout exécuter, c'est, semble-t-il, qu'il ne touche qu'une petite partie de chaque chose, et cette partie n'est qu'un fantôme. Nous pouvons dire, par exemple, que le peintre nous peindra un cordonnier, un charpentier ou tout autre artisan, sans connaître le métier de chacun d'eux. Il n'en fera pas moins, s'il est bon peintre, illusion aux enfants et aux ignorants en peignant un charpentier et en le montrant de loin, parce qu'il lui aura donné l'apparence d'un charpentier véritable. Alors bon, je vous propose de relire par vous-même ensuite ce texte, mais ici je vais vous expliquer un petit peu ce que veut montrer Platon avec cette histoire des 3 lits. Alors il y a un premier lit dont Dieu est l'auteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ici, vous qui connaissez Platon? Eh bien, c'est que nous avons ici tout simplement l'essence intelligible du lit. Puis il y a le lit du menuisier. C'est quoi le lit du menuisier? C'est le lit de celui qui possède une technique qui permet de le réaliser et qui permet de le réaliser dans le monde sensible. Le menuisier réalise, on pourrait dire, quelque sorte des lits sensibles, des lits dans le monde sensible, selon le modèle de l'essence intelligible du lit. Et enfin, il y a le lit du peintre, qui est comparable à l'image d'un lit qui se reflèterait dans un miroir. Autrement dit, il s'agit de l'apparence d'un lit. Ainsi,
Le nom qu'on peut donner aux peintres, nous dit Platon, est celui d'imitateurs de la chose dont dont ceux-là sont les ouvriers. C'est-à-dire que les peintres imitent le travail des artisans, des menuisiers qui fabriquent le lit. Alors, la conclusion dans ce texte, la conclusion à laquelle aboutit Platon, c'est que l'art d'imiter est donc éloigné du vrai. Et c'est ça qui est essentiel et qui nous permet de comprendre la critique de la mimésis, d'accord? C'est que l'art d'imiter est donc bien éloigné du vrai. Et si vous avez compris la logique platonicienne, ben il faut la rattacher à cette dualité entre le monde sensible et le monde intelligible. C'est-à-dire que nous avons, d'une part, l'essence du lit, d'autre part, les lits dans le monde sensible, qui sont des copies de l'essence intelligible de lit, et puis, en dernier point, nous avons ici les lits des peintres, qui sont des imitations de cette copie, de cette première copie des lits. Donc, quelque part, l'imitation, par exemple en peinture, c'est une copie de copie. Si le lit du monde sensible est déjà une copie de l'idée intelligible du lit, alors l'image d'un lit en peinture n'est qu'une copie de copie. Et c'est pour ça que vous voyez bien que l'imitation nous éloigne encore plus du monde intelligible et donc de la vérité. C'est la raison essentielle pour laquelle Platon condamne la mimésis comme illusion. D'accord? Il condamne la mimésis en disant que c'est une illusion, elle produit des illusions. Finalement, les peintres, c'est un peu comme les sophistes, c'est-à-dire ces maîtres dans l'art de la rhétorique, ces maîtres dans l'art du langage, qui produisent des illusions. Et d'ailleurs, dans le livre 10 de la République, Platon est assez clair vis-à-vis des artistes. Finalement, il les chasse de la cité idéale, qu'il décrit dans ce même livre de la République. Voilà, alors ça c'était le petit point juste pour vous comprendre. Voilà, on a la condamnation de la mimésis de Platon. Finalement, les artistes, les peintres, etc., sont, en tant qu'imitateurs, finalement, nous entraînent encore plus profondément dans l'illusion. Et puis, nous avons Aristote qui vraiment réhabilite cette mimésis, notamment la mimésis tragique, en montrant tout son intérêt pour la société. Parce que je vous rappelle que si la mimésis permet d'obtenir la catharsis, ça a un grand intérêt pour la société parce que vaut mieux vivre fictivement les passions déchirantes au théâtre afin de s'en libérer et ne plus avoir à en souffrir dans la société elle-même. C'est ça l'intérêt. Voilà, alors ça c'était le point A, donc mimésis et catharsis avec Aristote, pour montrer que, ben oui, l'art n'a pas que l'esthétique comme finalité, on le voit avec cette mimésis tragique. Alors maintenant nous allons passer au grand B, que j'ai intitulé « Injurier la beauté ». Parce que si avec le grand A, je vous avais montré d'autres finalités possibles que celle de la beauté, là maintenant je vais m'intéresser plus spécifiquement à des artistes qui se sont clairement attaqués à la beauté comme finalité de l'art. C'est-à-dire que ils ont voulu vraiment non pas trouver d'autres finalités, mais se libérer de cette finalité. Et injurier la beauté, finalement, c'est une expression que j'ai empruntée au prologue d'une saison en enfer de Rimbaud. Voici ce qu'il dit. « Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. » D'accord, ici, on voit bien un poète qui entend maltraiter la beauté comme si il cherchait à en finir avec cette injonction de l'art à nécessairement être beau. Voilà, ça c'est le premier point qui montre finalement des artistes qui maltraitent la beauté, qui cherchent véritablement à en libérer la création artistique.
Alors, l'artiste, peut-être qui a le plus injurié la beauté, c'est Marcel Duchamp. Alors, quand j'avais fait avec vous en cours une petite histoire de l'art, hein, je vous avais parlé de Marcel Duchamp, et notamment je vous avais présenté son œuvre Fontaine, hein, qui est un urinoir renversé. Alors, Marcel Duchamp, lui, il a révolutionné en profondeur l'idée d'œuvre d'art en proposant des formes d'art complètement inédites, énigmatiques, troublantes. Hein, Duchamp détourne des objets de tous les jours pour les exposer. Hein, c'est ce qu'il appelle les ready-made, qu'on traduit par déjà fabriqué, déjà fait. Hein. Et donc là, ça pose une question, parce que si tout est déjà fait, si tout est déjà fabriqué, peut-on parler d'œuvres d'art, d'autant que ces objets n'ont aucun intérêt esthétique, hein. On peut penser par exemple à une de ces œuvres qui est un porte-bouteille. Bah, c'est justement ce qui intéresse Duchamp. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi je je pense pas, pourtant pas à votre professeur de mathématiques. Alors, c'est justement ce qui intéresse Duchamp. Pour lui, ce n'est pas l'objet qui compte, car on se laisse, finalement, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on se laisse trop facilement séduire par des œuvres, simplement parce qu'elles ont de belles apparences. D'accord? Elles sont attirantes visuellement. Donc en 1917, en fait, là je vais vous raconter l'histoire de Fontaine, de l'urinoir. Donc en 1917, il propose à l'exposition des artistes indépendants de New York, Fontaine, cet urinoir renversé qu'il a signé Helmut. Alors il a fait exprès au départ de le signer Helmut parce qu'il ne voulait pas que ses collègues artistes le reconnaissent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une heure avant l'ouverture de l'exposition, Fontaine a été refusé. Et là, si vous voulez, qu'est-ce qu'a montré Duchamp? Eh bien, c'est que il a prouvé que ce qui est considéré comme art par les musées et les artistes est encore trop largement lié à l'idée du goût et à l'idée de ce qui est beau ou pas. D'accord? Alors, bien sûr, après, si vous voulez, même si Fontaine a d'abord été refusé pour l'exposition de cette Société des artistes indépendants de New York, Fontaine a ensuite été reconnu comme œuvre d'art. Hein. Je vous avais dit, il y a plusieurs répliques de Fontaine, dont une qu'on peut voir au Centre Georges Pompidou à Paris. Et si j'essaie un petit peu de vous expliquer davantage les ready-made, je peux faire référence à la définition qu'en a donnée André Breton, le fondateur du surréalisme, dans son dictionnaire abrégé du surréalisme, et qui définit ainsi le ready-made comme un objet usuel, un objet dont on fait usage, promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. Donc en gros, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de détourner un objet de son usage de manière à en faire des œuvres d'art et à transfigurer ce qu'on peut appeler, hein, c'est l'expression importante, transfigurer le banal. D'accord? Transfigurer le banal en le haussant à la dignité d'œuvre d'art. Alors, parmi les buts qu'avait Duchamp avec ses ready-made, ce qu'il cherchait essentiellement, c'est une indifférence visuelle. C'était le plus important parce qu'il voulait provoquer ce qu'il appelle un détachement du rétinien, tout ce qui est de l'ordre de la vision, d'accord, et du plaisir des yeux, hein, se détacher du rétinien, justement pour rompre avec le jugement de goût et la beauté. Et c'est ça qui est vraiment essentiel avec Duchamp, c'est que c'est un artiste qui veut rompre clairement avec la beauté. Et pour cela,
Et pour finir, je vais vous parler d'une autre œuvre de Duchamp dont je ne vous avais pas parlé, qui vraiment, pour lui, est cette œuvre qui incarne cette injure qu'il veut faire à la beauté. Et cette œuvre, il l'a intitulée L-H-O-O-Q. Hein, nous avons ici 5 lettres, intitulées comme de 5 lettres. Et en quoi consiste cette œuvre? Eh bien, c'est une parodie de la Joconde, puisqu'il a ajouté à une reproduction de la Joconde une moustache et un bouc. D'accord? Alors, le titre de cette œuvre n'est pas anodin, parce que c'est à la fois un homophone, pardon, du mot anglais look, L-H-O-O-Q, ça fait look, homophone, hein, le son, et aussi ce qu'on appelle un allographe, puisque ces 5 lettres peuvent être prononcées comme L-H-O-O-Q. Qui H-O-O-Q, la Joconde. D'accord? Donc, vous voyez, ici, c'est une provocation, une injure à la beauté, clairement, hein, et Duchamp a considéré que Mona Lisa, là je le cite, est devenue la première victime de ceux qui cherchaient à désacraliser le beau. Voilà, donc là, on voit bien que le beau ne peut absolument pas être l'unique et seule finalité de l'art. Et si toutefois il l'avait été, eh bien, des artistes ont clairement cherché à se battre contre cette beauté. D'accord? À essayer de montrer que l'art pouvait être tout à fait autre chose que le beau. Voilà. Alors, le dernier point, le petit c que j'ai voulu vous présenter, je l'ai appelé les révolutions de l'art moderne. Alors, juste un petit rappel par rapport à ce que je vous avais dit sur, quand je vous ai parlé de l'histoire de l'art moderne, en gros, il apparaît avec les impressionnistes, d'accord, c'est fin du 19e siècle, et il va jusqu'aux années 50, 60, avec l'émergence de ce qu'on a appelé ensuite l'art contemporain. Alors, pourquoi je me suis intéressé aux révolutions de l'art moderne? Parce que si l'art moderne n'est pas une injure à la beauté telle qu'a pu la faire Duchamp, je vais essayer de montrer que finalement, avec l'art moderne, on a aussi là une volonté artistique, non pas de critiquer la beauté, mais en tout cas de ne plus en faire une injonction à laquelle il fallait obéir absolument. Et d'autant que, vous voyez, cette beauté jusqu'au 19e siècle, elle était liée un petit peu quand même à des genres, à des codes, hein. Et à partir de la modernité, on essaie de s'émanciper un petit peu de tout ça. Alors là, je ne l'ai pas mis, mais je vous fais un petit rappel de ce que je vous avais dit. C'est un peu comme les impressionnistes au départ qui ont choqué. Ils ont choqué parce que tous les critiques d'art habitués au grand art dans la peinture disaient mais c'est quoi? Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de forme, c'est des touches de peinture, ça ressemble à rien, quoi. D'accord, hein, le dessin n'est pas fini, il n'est pas achevé. Hein, ils étaient absolument contre cette nouvelle façon de peindre. Mais justement, pour les artistes, c'est peut-être cette révolution dans les manières de peindre, de penser l'art, même au niveau de la sculpture, et je vous le montrerai très rapidement, même au niveau de la poésie, qui va faire que, eh bien, on va plus s'intéresser à des recherches au niveau de nouvelles formes que de poursuivre une tradition liée à la recherche de la beauté. Alors, pour expliquer les révolutions de l'art moderne, j'ai fait référence à j'ai fait référence au philosophe Nietzsche, qui a dégagé dans l'art 2 tendances. Une tendance qu'il appelle la tendance l'apollinien et le dionysiaque, ce qui fait référence à Apollon et Dionysos. D'accord? Alors, par quoi se caractérise l'apollinien? L'apollinien se caractérise par l'ordre, la stabilité, la mesure.
Il recherche des formes claires, distinctes, autrement dit de belles apparences. Alors au contraire, la tendance dionysiaque, Dionysos, le dieu du vin, il est lié à l'ivresse qui dépossède l'individu de lui-même, à l'excès, à la puissance irrationnelle qui dissout les formes. Et on va s'intéresser un petit peu à cette puissance irrationnelle qui dissout les formes. Alors, bien que ce ne soit pas l'objet de Nietzsche, moi j'ai choisi d'utiliser ces deux tendances pour expliquer les révolutions dans l'art moderne. Jusqu'à l'art moderne, on peut dire que il y avait une tendance largement apollinienne dans l'art, on cherchait ces belles apparences, et à partir on peut dire qu'à partir de l'art moderne se met en place une tendance dionysiaque qui dissout les formes. Alors le premier exemple que je peux emprunter ici, c'est l'exemple de la poésie, avec Baudelaire, qui met à mal la forme classique et idéale de la poésie qui est le vers classique. D'accord, hein? La poésie était très encadrée et ne pouvait être poésie que des vers, tout cela encadré dans des formes très précises. Eh bien, Baudelaire, lui, il montre que la prose peut être, elle aussi, poésie. D'accord? Donc là, il y a une dissolution de la forme classique du poème. Alors, je vais faire maintenant un exemple avec la peinture. Je vais prendre la peinture et je vais parler de la figuration en peinture. Figurer là en peinture, c'est représenter des formes qu'on trouve dans la réalité. Alors, avec la modernité, la figuration en peinture, elle n'est plus recherchée de manière à bien identifier la forme qui est représentée. Mais ce que veut chercher les peintres, c'est de représenter des formes travaillées par ce qu'on peut appeler par des forces. Des forces qui soulèvent, qui animent, qui tordent les formes. Alors, j'ai pris deux exemples, vous pourrez chercher ces tableaux sur Internet. Le champ de blé de Van Gogh. Et le champ de blé de Van Gogh peut exprimer ce qu'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze a appelé la force thermique d'un paysage. On a une espèce de sensation très forte de chaleur, d'été et de chaleur. D'accord? Ou alors ce même philosophe, Gilles Deleuze, il a parlé de la force de plissement d'une montagne avec le mont Sainte-Victoire de Cézanne. Tableau que je vous invite aussi à aller rechercher sur Internet. D'accord? Donc vous voyez bien ces idées de force qui animent et soulèvent les formes. Alors, par ailleurs, j'ai pris un autre exemple avec le peintre Picasso qui a fait preuve d'une inventivité dans les manières de penser la peinture, puisque, alors j'ai pris l'exemple du tableau que vous pouvez aussi aller chercher qui s'appelle Vieux marre, verre et journal. Donc, c'est un tableau dans lequel la peinture en tant qu'élément matériel est absent. Donc, les formes sont cubiques. Et surtout, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des collages, notamment un collage d'un morceau de journal et un collage d'un morceau de papier peint. Donc, vous voyez, on a une révolution totale ici dans les formes. Un peu d'où l'idée de cette peinture animée par une tendance dionysiaque qui dissout toutes les belles apparences, la mesure, l'ordre, etc. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que justement, tout ce XXe siècle s'accompagne d'une série d'avant-garde qui élargissent toujours plus le cadre de l'art. L'avant-garde, c'est quand on a, vous savez, c'est tous ces ismes dans l'histoire de l'art, le futurisme, le surréalisme, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'on invente de nouvelles tendances, on révolutionne la peinture, par exemple, ou l'écriture, et on donne un petit peu un nom à cette nouvelle tendance. Alors, en général, ceux qui portent ces avant-gardes les explicitent dans ce qu'on appelle un manifeste, qui est un ouvrage qui explique les éléments de l'avant-garde, comme André Breton avec le surréalisme. Il a écrit 2 manifestes du surréalisme.
Par exemple, je vous explique un petit peu l'objet du surréalisme, je résume l'objet du surréalisme ici, hein, finalement contre un ordre social très rationalisant qui contraint le désir et l'imagination, eh bien le surréalisme appelle la fantaisie et l'imagination à reprendre ses droits, et ainsi l'alliance entre le rêve et la réalité va produire cette surréalité porteuse d'insolite et de merveilleux. Ici, l'insolite et le merveilleux étant recherchés plus que la beauté elle-même. Donc, conclusion très rapide, même si la beauté n'est pas absente de ces investigations formelles, elle doit plus être considérée comme une conséquence possible, mais non une finalité clairement visée. Ce qui est recherché, c'est avant tout une liberté créatrice émancipée de tous les cadres et codes classiques de la beauté qui dominaient l'art. Voilà pour le grand 2.